C'est bon? Ça marche? On a du son? Oui. Top. Bon. Moi, j'aime bien commencer par une petite anecdote. Alors, la petite anecdote du jour. Je voudrais savoir qui parmi vous a déjà loupé le début d'un film. Ouais? Alors, pas tout le monde. Il y en a qui regardent pas de films ici, ou qui sont jamais en retard, j'en sais rien. Moi, je déteste ça. Imagine, je sais pas, tu fais une soirée avec tes potes, tu arrives 40 minutes en retard, tu t'assois, tu prends ton popcorn, tes chips, puis là, il y a plein de trucs qui se passent. Sauf que tu comprends rien. Voilà, c'est un peu comme si... tout le monde connaît Game of Thrones ici? Ouais. C'est comme si vous suiviez pas du tout Game of Thrones, et je vous invite à une soirée goth avec les copains pour mater le season final. Je te dis non, t'inquiète, ça va bien se passer. Puis tu arrives dans le truc, tu t'assois, vous savez ce qui va se passer pendant 1 heure, quoi. Le mec, il va juste rien paner. Toutes les minutes, il va se dire, c'est qui lui? C'est qui ce nain? Qu'est-ce qu'il fout là? Et ouais, il y a une richesse, on comprend pas le contexte, on connaît pas les personnages, on connaît pas l'intrigue. Et à la fin, c'est d'autant plus frustrant que tes potes, ils ont passé un super moment, ils en sont presque à faire tomber leur télé tellement ils sont vénères. Parce que la saison prochaine, c'est dans 1 an. Et toi, par contre, t'as toujours rien pané. Et tu te dis que God, c'est quand même vraiment overkill, quoi. Vous savez quoi, cette anecdote, elle est un peu choisie, je ne l'ai pas choisie par hasard. Parce que l'IT, le web, le monde de l'info, c'est exactement pareil. Et aujourd'hui, nous tous, là, qui sommes dans cette salle, on arrive un petit peu en plein milieu de saison. Et pas en première saison, en plus. Et c'est vrai que ça, on risque de pas du tout vivre de la même manière notre avenir, parce qu'on ne connaît pas le contexte, parce qu'on ne connaît pas les personnages. Et du coup, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est un petit peu le résumé de la saison précédente. Donc c'est une fenêtre sur le passé, voir comment on en est arrivé là aujourd'hui, un petit état des lieux du présent, et puis peut-être rêver un petit peu sur l'avenir. Vous êtes chaud? Ouais? Super, on attaque. Alors si avant je vous le dis, je m'appelle Loïc Ortola, j'étais le CTO, maintenant je suis le CEO de Jog, qui est une start-up concurrente de Google Maps en France et qui est une filiale d'Ibis. Voilà, et je suis un geek, voilà, ça se voit avec mon t-shirt RTFM quand même. Mes kiffs, c'est tout ce qui est DevOps, Archi, Dev Full Stack. Et puis voilà, je monte mes drones et je hack mes lampes chez moi pour m'amuser le week-end. Alors, à l'attaque. La première partie de cette rétrospective, on va remonter bien loin dans le passé. On va essayer de comprendre ce qui nous a permis de créer Internet, jusqu'à l'explosion de la bulle Internet. Alors la première question que j'ai, c'est qui connaît les Bell Labs ici? Ouais. En gros, début du XXe siècle, il y a une invention qui révolutionne le monde de la communication. Laquelle? Le téléphone. L'antenne. Le téléphone. Alors, c'est pas du tout le téléphone que vous avez aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de tonalité, il n'y a pas de numéro. C'est des opérateurs qui connectent manuellement avec un jack, un terminal avec un autre. Au début du XXe siècle, le marché de la téléphonie est en situation de quasi-monopole, géré par une entreprise qui s'appelle American Telephone et Telegraph, qui s'appelle AT&T, que vous devez connaître. Cette entreprise-là, elle a le monopole de toute la téléphonie sur le territoire. Et ce qu'elle essaye de faire, c'est de se verticaliser. C'est-à-dire de tout posséder, depuis les ingénieurs qui pensent aux solutions, à ceux qui vont les déployer, à ceux qui vont les opérer. Du coup, il se rapproche d'une entreprise qui s'appelle Western Electric, qui est l'ancêtre de General Electric. Et ensemble, ils avaient tous beaucoup d'ingénieurs qui faisaient plus ou moins la même chose. Et en 1925, ils vont décider ensemble de créer un laboratoire d'innovation qui va s'appeler les Bell Labs. Il faut savoir une chose, c'est qu'en 1925, l'innovation, elle ne va pas du tout à la même vitesse qu'aujourd'hui. Et quand vous êtes à TNT, vous avez du fric, vous êtes en situation de monopole, et vous avez du temps. Donc les ingénieurs qui bossent là-bas à cette époque-là, c'est un peu le Google X, quoi. C'est super cool de bosser là-bas.
Et il faut savoir une chose, c'est qu'au Bell Labs, on leur doit quelques-unes des plus belles inventions du XXe siècle. 30 000 brevets. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est en termes de quantité. Le laser, le transistor, le satellite, le capteur solaire, le DSP, toutes ces choses-là, c'est des choses qui ont été inventées par les Bell Labs. Alors on va quand même se rapprocher de trucs un peu plus proches de nous. En 1966, il y a deux gars, Ken Thompson et Dennis Ritchie, qui vont bosser ensemble sur un projet en collaboration avec le MIT, qui s'appelle un projet Multics. Le but, c'était de créer un OS assez bas niveau. En 1969, par manque de portée commerciale, Bell Labs décide d'arrêter le projet. Mais ces deux-là, ils restent quand même assez frustrés et ils se disaient qu'il y avait quelque chose à faire. Du coup, ils vont développer en assembleur un système d'exploitation qu'ils vont nommer Unix. En assembleur, sur la bête de course de l'époque, hein, un PDP-7, donc c'était 4 kilo-octets de mémoire et une fréquence horloge inférieure au mégahertz. Je vous laisse imaginer ce que ça doit être de maintenir un OS en assembleur. Plutôt le bordel. Du coup, en fait, ils bossaient sur deux choses en même temps, un peu, ces deux gars. Ils bossaient à la fois sur la partie très bas niveau en assembleur, et puis Ken Thompson, lui, il avait envie de créer un langage un peu plus simple qu'un autre qui s'appelait le BCPL. Et du coup, vu qu'il était plus simple que le BCPL, il a décidé de l'appeler le B. Super, super inspiré, le mec. Derrière, Dennis Ritchie s'est dit, ok, c'est pas mal, mais par contre, là, il y avait le PDP-11 qui était en train de sortir, et il manquait plein de choses. Typiquement, le typage de la donnée, le fait de pouvoir avoir un entier qui est écrit sur un byte, un char, ou un entier qui est écrit sur plusieurs bytes. Le fait d'avoir un compilateur qui nous permette de changer en code machine et qu'on puisse implémenter ça sur différentes machines. Et il va créer un langage, et vu qu'il était aussi super inspiré par le nom, il va appeler ça le C, qui est un dérivé du B. Les Bell Labs ont signé un décret dans les années 50 qui leur interdisait de commercialiser quoi que ce soit qui était en dehors du domaine de la téléphonie ou du militaire. Donc ils se retrouvent avec ce système d'exploitation, ce langage, et ils sont incapables de le commercialiser. Ils vont donc le distribuer aux universités à des fins éducatives. D'ailleurs, Unix sera très rapidement réécrit en C. Imaginez ce qui se serait passé s'ils n'avaient pas signé ce décret. On aurait peut-être... Unix n'aurait jamais été open sourcé, et on aurait peut-être un monde complètement différent aujourd'hui. Ça va pour l'instant? Vous me dites si je vous tue, hein, criez, je sais pas, pamplemousse, un petit safe word. Vous allez voir que pendant l'exposé, on va toujours arpenter entre le monde du réseau et le monde hardware-software, parce que c'est vraiment la convergence de ces deux-là qui a mené à la création du web telle qu'on la connaît aujourd'hui. En 69, avant 1969, la notion de réseau informatique n'existe pas. Un ordinateur, c'est cette espèce de truc gigantesque qui prend une pièce et qui est un stand-alone. Il n'y a aucun moyen au monde de communiquer avec un autre ordi. Et en 1957, il se passe un truc. Qu'est-ce qui se passe en 1957? Spoutnik. On est dans un climat après Seconde Guerre mondiale, début de guerre froide, et pour la première fois dans l'histoire, les Russes sont en avance sur les Américains. Et ils ont un œil dans le ciel. Les Américains, complètement paniqués, se disent qu'il faut tout de suite qu'on crée un laboratoire d'innovation militaire, qui va s'appeler le DARPA. Parmi les projets du DARPA, ils vont travailler énormément sur la notion de réseau. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur bleue d'un conflit nucléaire sur leur sol. Et imaginez qu'un centre de communication du gouvernement américain soit frappé, si c'était le seul, tant pis pour eux et terminé. Bon, j'ai mis cette image pour frimer, mais vous avez bien compris que le seul réseau qui fonctionne bien et qui est résilient, c'est le réseau distribué. Il faudrait qu'on travaille un peu plus là-dessus de temps en temps. En 1969, c'est des universités qui travaillaient à ce réseau, qui allait s'appeler ARPANET. La première connexion est utilisée en connectant deux IMP pour Interface Message Processor. Ce truc-là, c'est votre premier routeur. Alors bon, c'est un peu plus gros que votre Freebox, c'est sûr. Ça fait la taille d'un frigo, mais c'est votre premier routeur. Il y en a un qui est installé à UCLA et un autre qui est installé à Stanford. Et en 1969, le premier message jamais enregistré sur ce qu'on peut appeler d'Internet est envoyé.
Alors pour la petite histoire, le premier message jamais envoyé sur Internet, c'est login, et ça a craché au bout de 2 lettres. Donc le premier message jamais envoyé sur Internet, c'est LO. Plutôt cool, c'est mes initiales en plus. Pendant les années 70, on va rapidement commencer à connecter d'autres nœuds. C'est aussi le début, vous savez, à chaque fois qu'en fait on découvre des nouveaux paradigmes, il y a plusieurs industriels qui vont s'essayer au truc et qui vont essayer de l'implémenter à leur manière. Donc c'est l'époque où il y a plein de réseaux qui fleurissent. ARPANET, MILNET, CSNet, SATNet. Et c'est d'ailleurs de là que viendra le nom d'Internet, parce que l'idée était d'être capable de faire de l'interconnexion entre des réseaux, donc de l'internetworking, interneting, Internet. En 1972, il y a l'email qui est créé, et en 1973, on crée la première liaison overseas avec une liaison SATNet pour connecter l'Université de Londres. Dans les années 75-80, côté hardware, il y a une espèce de course à l'armement. Les géants de l'électronique se disent tous, il faut qu'on fasse des personal computers. L'idée, c'était d'avoir des calculatrices plus dans chaque foyer. Et du coup, c'est pour ça que vous avez des marques que vous ne connaissez pas du tout, Apollo, Commodore, Altair, qui se mettent tous à essayer de bâtir un ordinateur. Alors ces gens-là, c'est des gens qui sont extrêmement bons en hardware, mais qui vont se rendre compte aussi que la richesse d'un ordinateur, c'est aussi et surtout ce qu'on met dessus en termes de software. Il y a un gars en particulier qui va en profiter, qui s'appelle Bill Gates, et lui en 75, du haut de ses 20 ans, il va créer une boîte d'éditeur de logiciels qui s'appellera Microcomputer Software, qui renommera ensuite en Microsoft, puis en Microsoft. Et il va faire une démo d'un interpréteur basique pour Altair 8800. Ça va lui valoir pas mal de succès, et quelques années plus tard, IBM viendra le voir pour qu'il réalise l'OS de leur IBM PC. C'est de ça que sortira MS-DOS quelques temps après. Sachez que Microsoft qui signe l'OS de l'IBM PC, c'est considéré comme le deal du siècle. Et c'est ce qui va propulser Microsoft. Merci. Donc à cette époque-là, vous avez 3 types d'ordinateurs. Vous avez le mainframe. Le mainframe, c'est cette espèce de supercalculateur qui prend une pièce, qui dégage beaucoup de chaleur. Du coup, c'est aussi l'époque où on crée la notion de terminal, c'est-à-dire cette espèce de console déportée, parce qu'on ne fait pas bosser vos scientifiques dans un frigo, on est d'accord. Et vous retrouvez ça de partout aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des gamers ici, mais Steam aujourd'hui, vous calculez les frames dans le cloud, il vous renvoie les frames directement. Pareil, il y a des PC, il y a des PC over IP maintenant. Bon, depuis longtemps, oui. Voilà. Donc on a cette espèce de mainframe, le supercalculateur qui prend de la place, qui est puissant. On a le personal computer, qui est encore un outil de bidouilleur, mais qui permet de créer la future première génération d'informaticiens. Je vous parle d'une époque où la computer science, ce que vous étudiez aujourd'hui, ça n'existe pas dans les universités. On enseigne les maths. On enseigne la physique. Et puis, vu qu'il y a des réseaux qui sont arrivés dans les années 70, on commence aussi à parler de workstation. La workstation, c'est quoi? C'est un ordinateur qui est un peu plus puissant, qui est bien équipé en logiciel et qui surtout est fait pour fonctionner en réseau. On parle de réseaux d'entreprise, de réseaux locaux, mais il est fait pour ça. Et un des précurseurs des workstations s'appelle Andy Berchtolsheim. Il bosse à Stanford et lui, il va créer un ordinateur qui est plutôt puissant, qui est fait pour fonctionner en réseau. Et il va se dire, là, je tiens un truc. Il va s'associer avec 2 autres personnes et ils vont créer une boîte qui va s'appeler Sun Microsystems. Sun pour Stanford University Network. Sun One Workstation, qui est un petit peu une évolution de ce qu'il avait réalisé dans son labo, va être commercialisé et va faire un succès dingue. Et Sun va très très rapidement s'imposer comme étant un géant du hardware et de la workstation. Et ils iront plus tard chatouiller IBM sur leur marché des storage et des serveurs. Mais c'est par la workstation qu'ils sont rentrés. Ça va toujours? Dans les années 80,
eh ben, Internet commence à arriver, très doucement. On parle déjà d'Internet à cette époque. En 84, on avait 1000 nœuds. En 89, on a 100 000 nœuds de connectés. C'est aussi la bataille au niveau du transport réseau, donc Ethernet versus Token Ring d'IBM. Et c'est aussi l'époque où on commence à spécifier, typiquement NFS, Network File System, qui est spécifié par Sun en 75. Là, on va commencer à parler de choses que vous connaissez presque. Alors, petite question, en 89, quels moyens on a de communiquer? Entre deux ordi, hein. SMTP, ouais, donc l'email, qui a été inventé en 72. Donc effectivement, on peut faire transiter de l'information par email. Mais l'email, c'est du one-to-one, éventuellement du one-to-many, et c'est vraiment de la discussion. Quoi d'autre? En fait, ouais, oui, tu as de la communication filaire, mais qu'est-ce que tu fais transiter dessus, quoi? Voilà. Donc, quoi? Alors, on peut aussi, à l'époque, faire des logiciels qui communiquent via des sockets, sauf que ces logiciels, du coup, c'est des logiciels lourds, il faut les développer, il faut qu'ils puissent échanger entre plusieurs clients ou d'un client à un serveur, et vous êtes déjà dans un climat où il y a plusieurs OS. Vous avez MS-DOS, vous avez Macintosh qui sort en 84, vous n'avez pas encore Linux, Linux c'est 91, mais vous avez Unix. Donc en fait, faire du logiciel lourd, c'est quand même un peu compliqué juste pour communiquer. Et ça embête profondément Tim Berners-Lee, qui est un ingénieur du CERN à la frontière franco-suisse. Et lui, il dit, moi, je rêve d'un moyen universel de diffuser de l'information. Ce dont je rêve, c'est que mes publications scientifiques soient accessibles depuis n'importe où dans le monde. Donc il faudrait un moyen simple pour que je puisse écrire du texte, mais un peu plus que ça en fait. Du texte, des images, des petits contenus multimédia, et que ceci soit exposé de manière universelle. Alors ce qui est cool, c'est que Bob Kahn avait créé déjà TCP/IP il y a un certain nombre d'années. Son deuxième rêve, c'était de dire toutes nos publications scientifiques, elles sont toutes liées entre elles d'une certaine manière. Ce qui serait top, c'est que ce tissu de connaissances qu'on publie, elles soient toutes liées entre elles d'une certaine manière, un peu comme une toile. Il va créer deux choses. Il va créer l'HTML et le protocole HTTP. Donc ça, c'est 89-90. Le CERN s'équipe de sa connexion Internet à cette époque-là. Et Robert Caillot rejoint très rapidement le projet en se disant là il tient un truc, il faut qu'on en parle de partout. Okay. Donc pour info, le premier navigateur qui sort au passage, parce que du coup il crée un navigateur pour interpréter l'HTML, s'appelle World Wide Web. C'est le nom du navigateur. Et vous regardez, lui est quand même assez magnifique. Hein. Et il le développe pour Next, l'ordinateur. Alors Next, vous savez, c'est la boîte que Steve Jobs a dirigée quand il s'est fait virer d'Apple, et avant d'y revenir. C'est cette espèce de gros truc noir là. Bon, l'HTML, tout le monde connaît, hein, le langage de markup, je vais pas vous la faire maintenant. Hein. 3 ans plus tard, on repasse aux États-Unis. Il y a un laboratoire NCSA qui va donner une subvention à un labo universitaire. Dans ce labo universitaire, on a 2 gars, Mark Andreessen et Jim Clark. Ces 2 mecs, ils vont contempler un petit peu ce qui a été fait avec World Wide Web et ils se sont dit, il faut qu'on y donne accès au grand public. Ils vont créer le premier navigateur grand public qui s'appelle Mosaic et que vous voyez à droite. Ils le sortent d'abord pour Microsoft Windows et ils le sortiront rapidement après pour Macintosh. Quand Mosaic sort, il se passe un truc. C'est l'instant où les entreprises sont capables d'arriver sur Internet. Et là, alors, comment est-ce qu'on fait du commerce à distance à l'époque? Téléphone, c'est la Redoute en fait. Vous voyez le truc? Donc c'est du courrier, c'est du téléphone. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est capable d'exposer une information universelle au monde entier. Et à ce moment-là, les entreprises comprennent. Et ils disent, il faut que je sois là-dessus. Donc c'est l'époque où tout le monde commence à se ruer sur les noms de domaine. C'est l'époque où
Amazon commence à réfléchir à produire un site web pour vendre tout sur Internet. Les livres d'abord. Mais il y a un problème. Je vous parle d'une époque où JavaScript n'existe pas, où le CSS n'existe pas. PHP, ASP, J2E, ça n'existe pas. Le seul moyen, en 93, de faire un service dynamique, c'est-à-dire là où je vais pouvoir acheter des trucs, les cookies n'existent pas non plus, hein, c'est de quoi? C'est de faire une moulinette en C qui va vous compiler de l'HTML. C'est comme ça qu'on fait à l'époque. Il n'existe pas de technologie. Donc tout le monde se rue dessus, ça reste un vrai gros truc de bidouilleur. Mais c'est là vraiment qu'on commence à faire exploser Internet. Je reviens 2 ans en arrière. 1991, chez Sun Microsystems, on a un gars qui s'appelle Patrick Naughton, qui veut se casser. Il est frustré, il a beaucoup bossé sur du C++, et on lui dit, écoute, reste, on a un projet pour la Time Warner, pour essayer de faire un magnétoscope numérique. Et on lui dit, vas-y, prends des gens, et notamment James Gosling et Mike Sheridan, et bosser ensemble sur cette plateforme. Le rêve, c'est quoi? C'est de créer une plateforme qui nous permette de faire des UI et des programmes qui soient assez légers, complètement indépendants du hardware, pour qu'on puisse proposer à des tiers de développer rapidement des choses au-dessus de ça. Ils vont créer un langage qui s'appelle Hawk. Échec commercial de Time Warner. Du coup, ils ne vont pas récupérer l'appel d'offres, en fait. Donc, le projet est un échec. Ils essayent une deuxième fois sur l'ancêtre du PDA. Nouvel échec commercial. Du coup, ils se retrouvent un petit peu avec ce langage, cette plateforme, sur les bras. Et puis un week-end, Patrick Naughton se faisait chier. Et comme toute personne qui se fait chier en 93, il code un navigateur. Et oui, c'est ce qu'on fait en 93 quand on se fait chier un week-end. On recode un navigateur. Mais il revient le lundi et ça lui donne une idée. Il se dit, les gars, le web, il y a un truc qui est en train de se passer là, c'est le web. Il y a les entreprises qui ont compris, qui sont en train d'y aller. Et c'est les mêmes paradigmes. C'est une fenêtre mondiale sur des services. Mais les entreprises, elles ont besoin d'y aller rapidement. Pas question de faire des moulinettes en C. L'HTML, c'est un langage statique, j'y crois pas une seconde. Il faut qu'on aille là-dessus. Et en 1995, Sun Microsystems annonce à la Sun World la sortie de Java. Et notamment de l'applet Java. À ce moment-là, il se passe un truc gigantesque. Quand Java sort, je vous rappelle qu'on vit dans un monde où le JavaScript n'existe pas, où tous les autres n'existent pas. Vous n'avez que la possibilité de faire une moulinette en C pour prendre de l'HTML. Donc ils sortent l'applet Java et ils sortent un navigateur, mais ce navigateur, il n'exécute pas de l'HTML. Il exécute uniquement des applets Java. Il s'appelle WebRunner. Et à cette époque-là, alors j'ai oublié de vous dire un truc super important, je reviens un petit peu en arrière. Parce que ces mecs-là, Marc Andreessen et Jim Clark, est-ce qu'ils sont restés à Mosaic toute leur vie? Ah non, c'était un labo universitaire. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se cassent de Mosaic et ils montent une boîte. Ils rachètent le code, une licence d'exploitation. Ils montent une boîte, il s'appelle Mosaic Communications Corporation. Alors le NCSA vient les voir, leur dit « Non, non, ça, Mosaic Communications Corp, non, c'est pas votre produit, etc. » Pendant qu'ils cherchaient un nouveau nom, ils ont dû donner un nom de code à leur projet. Ils l'ont appelé Mozilla, pour Mosaic et Godzilla, parce qu'ils allaient bouffer Mosaic. Et ils vont finalement trouver leur nom. Ils vont s'appeler Netscape Communications Corporation. Et en 1994, Netscape Navigator est le premier navigateur commercial au monde qui aide aussi Internet à se bootstrapper. Microsoft, ils n'ont rien vu passer. Hein. Et du coup, quand Sun Microsystems sort Java, juste après, Netscape dit « Notre prochaine version supportera l'applet Java ». Super. Microsoft, entre-temps, avait sorti Internet Explorer 1.0. Et il faut savoir qu'à l'époque, quand Netscape faisait un pas, Microsoft faisait le même, juste derrière. D'accord? Ils étaient à la ramasse. Donc, tout de suite après, Microsoft dit « Dans notre prochaine version, on supporte l'applet Java ». Boum, Java a gagné. C'est-à-dire que en 95, le seul moyen
simple de faire des interfaces riches dans un navigateur, c'est pas de faire une moulinette qui pond de l'HTML, c'est de faire des applets Java. Et Java va séduire les développeurs parce qu'il a une syntaxe qui est proche du C, parce qu'il a une gestion simplifiée de la mémoire, de la sécurité, etc., qu'il est pensé pour faire une liaison avec une base de données, etc. Et du coup, les entreprises peuvent commencer à bâtir des services là-dessus. Pendant que tout le monde était occupé chez Netscape à implémenter le connecteur pour supporter l'applet Java dans le navigateur, Netscape s'est aussi dit, bon, on va faire des trucs, on va faire une API de cookies. Puis ils viennent voir Brendan Hatch qui bossait sur un langage de scripting côté serveur qui s'appelait LiveScript. Ils lui disent, écoute, faudrait qu'on enrichisse un petit peu l'expérience HTML, donc tu as 3 semaines pour foutre LiveScript côté client. Et 3 semaines plus tard, vu que Java avait le vent en poupe, ils ont appelé ça JavaScript. Microsoft, qu'est-ce qu'il fait? Reverse engineering, JScript. Alors du coup, Netscape qui commençait à en avoir un petit peu marre que Microsoft reverse engineer et prenne la propriété de tout, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout de suite faire standardiser JavaScript. Donc ils vont aller voir une fondation qui s'appelle ECMA. Ils vont aller leur dire, ok, on voudrait faire standardiser notre spec JavaScript. Ils vont créer une spec qui s'appelle l'ECMA 262 et qui va s'appeler ensuite ECMAScript. Quand Internet Explorer 1.0 sort, tout le monde s'en branle. Internet Explorer 2.0 sort, tout le monde s'en branle. Et il faut savoir qu'en réalité, Internet Explorer était à l'époque beaucoup plus cool que Netscape. Parce qu'ils n'avaient juste pas les mêmes moyens. Mais vu que le marché allait sur Netscape Navigator, tout le monde restait là-dessus. Je vous parle d'une époque où installer un logiciel, c'est pas comme maintenant. Hein. Installer un logiciel, c'est des disquettes que vous allez chercher dans votre magasin d'informatique, que vous achetez, et que vous allez installer un par un. C'est ça, installer un logiciel à l'époque. Et on était habitué à acheter Netscape Navigator. Donc Internet Explorer, on s'en foutait. Du coup, Microsoft se creuse un peu la tête. Et disent, comment est-ce que je peux faire pour niquer Netscape? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quoi? Ouais. Ils sortent Windows 95 avec Internet Explorer installé à l'intérieur. Et ce qui est dingue, c'est que du coup, à cette époque-là, qu'est-ce qui se passe? Netscape commence à perdre des parts de marché. De plus en plus d'ailleurs. Et ils vont pas réussir à se sauver. Donc à la fin, avant de déposer le bilan et de se faire racheter par AOL, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont open sourcer toute leur plateforme et tout leur code source, qui renaîtra et qui reprendra son code de projet initial, Mozilla. Il renaîtra 2 ans plus tard avec une fondation qui s'appellera Mozilla Foundation, et la première version de Mozilla s'appellera Mozilla Phoenix, qui renaît de ses cendres. D'ailleurs, à la fois Netscape et tout ce qui est vente liée, etc., aura valu à Microsoft le plus grand procès antitrust de l'histoire, qui a failli coûter la vie à Microsoft. Mais finalement, ils auront eu, non seulement ils n'auront pas trop de dégâts, mais en plus, ils auront eu la mort de Netscape avec ça. Donc, en bref, des années 70 à 90, on a vraiment la convergence des technologies, réseau, software, hardware, qui vont mener à la création de l'Internet. Et grâce à certains acteurs, Internet démarre. Regardez ce graphe. En 89, j'ai 100 000 ordinateurs connectés entre eux. En 2000, 368 millions. Et c'est ça l'explosion de la bulle Internet. Ça va pour tout le monde, cette première partie? Cool. Donc la deuxième partie, que cette fois, vous avez vécu. Peut-être pas compris, mais vécu. Après l'explosion de la bulle Internet, des gens ont commencé à développer des technologies, notamment pour les entreprises et pour avoir une présence dynamique sur Internet. Alors il y en a qui se sont dit, nous, on va enrichir l'HTML. Cette moulinette que vous faisiez en C, on va la rendre un peu plus intelligente, un peu plus dynamique. Donc le premier à dégainer, c'est PHP. Ça commence en 94 dans une chambre universitaire, mais ça sortira véritablement en 97. J2E, Java 2 Platform Edition, ce sera le plus tard, en 99.
Et l'ASP de Microsoft sort en 96. Et la plateforme .NET, ce sera quelques années plus tard. Donc, certains acteurs se sont dit, on va faire des choses qui sont compatibles avec les technologies du web, c'est-à-dire dont la sortie est soit de l'HTML, soit du JS, soit du CSS, ou les trois. Puis il y en a d'autres qui ont contemplé le succès de l'applet Java, et qui se disaient, de toute façon, le web, ça sert à rien, c'est pauvre, c'est fait pour être statique, ça a été inventé dans des têtes de scientifiques pour faire des contenus scientifiques. Ça ne marchera jamais. Macromedia, qui lance Flash, qui sera racheté par Adobe en 2004, je crois. Puis Microsoft, comme d'habitude, qui se dit, bon, comment est-ce qu'on peut niquer tout le monde? On va aller faire des technologies, puis on les mettra que dans notre navigateur. Comme ça, ça marchera bien. Qui, dans ces deux lignes, a gagné? Est-ce que ce sont les choses qui généraient des technos du web, ou est-ce que ce sont des choses qui généraient d'autres types de technologies que les navigateurs devaient implémenter? C'est le web qui a gagné. Ok? Alors la première, l'applet Java a survécu assez longtemps, notamment dans vos téléphones. Tous les jeux Snake, etc., bah, c'était des applets. Java était fait pour être portatif, super léger, et ça fonctionnait très bien. Flash, c'est celui qui a perduré le plus longtemps, puis le jour où l'iPhone est sorti sans support de Flash, ça a commencé à être le déclin. Mais la technologie qui a gagné, contre toute attente, c'est le web. C'est aussi l'époque où on commence à avoir besoin de faire des systèmes distribués, de faire de la répartition de charges, d'avoir des services qui communiquent entre eux, de faire ce qu'on appelle des Service Oriented Architectures. Et donc c'est l'époque où on commence à avoir des specs qui vont dans ce sens-là. En 2002, on se dit, bon, on appelle ça le web dynamique. Le web dynamique, c'est quoi? À chaque fois que je clique sur un lien, je vais aller demander quelque chose au serveur qui va me compiler une page et me la renvoyer. Donc bon, c'est pas hyper dynamique non plus, quoi. À chaque fois que je fais une interaction, il faut que je change tout. Le JavaScript, c'est quand même encore un langage de bidouilleur à l'époque. Mais on se dit, il faudrait qu'on puisse être capable de faire communiquer JavaScript avec le protocole HTTP. Donc les API d'Ajax, Asynchronous JavaScript and XML, arrivent dans ECMAScript en 2002. D'ailleurs, c'est un reverse engineering d'ActiveX, si je me souviens bien. Et l'arrivée de jQuery en 2006 va aussi aider à démocratiser cette manipulation parce qu'il facilite la manipulation du DOM. Vous savez ce que c'est que le DOM? Votre site web, c'est un arbre, d'accord? Vous avez, je sais pas, HTML, body, head, et puis vous avez, par exemple, une div. Puis on se disait, pourquoi est-ce que je suis obligé de recharger toute la page, alors qu'en fait, je pourrais juste aller chercher cette div-là et sa nouvelle version, et puis remplacer le nœud à cet endroit-là. C'était un petit peu ça l'idée, de ne faire que des rechargements partiels de pages. Mais bon, JavaScript, c'est quelque chose de très lent. Générer une page, bon, on est peut-être plus obligé de le faire à chaque fois, mais tout le monde ne va pas le faire. On reste quand même très web dynamique. Et sachez un truc, c'est qu'il y a une fracture numérique qu'on a vécue il y a une dizaine d'années à peu près, dont on est toujours en train d'essuyer les vagues. C'est-à-dire que c'est pas fini. La technologie, c'est une espèce de boucle infinie entre des explosions, des nouveaux paradigmes qui arrivent et plein de solutions qui arrivent, et des espèces de regroupements vers la technologie. Depuis 2008, on est dans cette phase d'explosion et on commence à peine à être en train de se recentrer. Ça a été pour 3 raisons. La première, c'est celle-ci. Alors j'ai essayé de trouver une photo de 2006. C'était ça, Facebook en 2006. Donc Facebook en 2006, ils ouvrent leur portail au monde entier. Les versions françaises et traduites arriveront, je crois, un peu plus d'1 an après. Et c'est à ça que ça ressemblait. Je suis sûr qu'il y en a qui étaient à cette époque. Ce que le web social amène, c'est en fait la masse d'Internet qui augmente. C'est la première fois que votre empreinte numérique atteint une telle taille. Alors avant, il y avait les skyblogs. Il y en a qui rigolent, en mode panique. Je vais aller vérifier. Mais là, le web social, on commence vraiment tous à se connecter entre nous. Et tout le monde s'y met. Du coup, Internet atteint une masse critique vraiment plus grande qu'avant. Deuxième chose, 2007.
on a notre ami Steve qui monte sur les planches pour annoncer l'iPhone. Qu'est-ce que l'iPhone change? Quoi? On peut avoir du web mobile? Alors ouais, effectivement, avant on faisait quoi? On faisait un site web desktop et un site WAP. Vous savez, où il y avait juste en fait 3 lignes, on pouvait descendre avec la molette, appuyer sur un bouton. Donc c'était assez simple à maintenir. Mais là, vous rajoutez un mobile, donc les gens se disent « Oh là, il m'en faut 3 maintenant », il y aura les tablettes qui arriveront après. Puis il y avait les netbooks aussi, donc on va se dire « Ouais, il faut peut-être en faire 4, 5 ». Là, ça commence à être le bordel. Ça va plus, il faut qu'on change quelque chose. On ne sait pas encore trop. Quoi? Quand l'iPhone sort, il sort aussi avec des applications qui sont des applications natives. Alors que nous, on était habitués à faire du web de partout. Maintenant, il faut qu'on se remette à faire des applications natives. Et du coup, ces applications, elles ont besoin d'aller chercher des infos. Donc, il faut qu'on expose des web services. Bah ouais, mais le XML, c'est quand même un langage assez verbeux. Il faut peut-être qu'on passe sur du REST-JSON. Donc, il faut qu'on revoie un petit peu notre copie là-dessus. Et effectivement, c'est la première fois aussi qu'on connecte les gens 24 heures sur 24. Le réseau de l'iPhone, quand il sort, c'est quoi? C'est du 2G, hein, c'est de l'Edge. Donc, c'est pas non plus les mêmes payloads que ce qu'on a l'habitude de voir maintenant. Et la troisième chose, c'est qu'en 2008, il y a Google qui monte sur les planches, qui essaye un petit peu d'imiter Apple, et qui dit, voilà, nous, on a un nouveau navigateur, il s'appelle Chrome. Alors là, tout le monde se dit, c'est quoi cette connerie? Il y en a déjà trop, des navigateurs. Hein. On a Internet Explorer, hein, j'en parle pas. On a Firefox. On a Apple. Ah, tiens, pour info, Apple, en 97, ils n'avaient pas de navigateur. Donc, ils ont signé un partenariat avec Microsoft. Et Internet Explorer a été installé dans macOS jusqu'en 2002. Alors évidemment, derrière, c'était un contrat de 5 ans. En 2002, ils ont débranché la prise et ils ont sorti très vite Safari. Donc on avait Safari et puis il y avait Opera qui était arrivé entre-temps. Et là, Google dit, bah nous, on a Chrome. Alors ils disent, oui, mais c'est pas pareil parce que nous, on a fait des tabs et c'est vachement plus épuré. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Chrome, parce que c'est super épuré. Les mecs sont meilleurs en marketing que Dennis Ritchie, ça c'est sûr. Mais en fait, ils disent surtout, il y a quelque chose d'autre dans Chrome. C'est que dans Chrome, pour la première fois, JavaScript est performant. À l'intérieur de Chrome, notamment grâce à Lars Bak, qui est une des personnes qui a bossé sur Strongtalk, l'ancêtre de la JVM, et qui a aussi bossé sur la JVM, lui et son équipe refondent complètement le moteur de rendu JavaScript. Et il crée V8. V8, quand il sort, c'est la première fois qu'on est capable de faire des performances quasi natives dans un navigateur. JavaScript est rapide. Donc maintenant, je peux enfin vraiment développer des trucs en JavaScript et en web. Donc finalement, ces 3 trucs ont mené à un changement de paradigme fondamental. On peut enfin faire travailler le client. J'ai besoin de faire des sites qui s'adaptent maintenant, ce que vous appelez le responsive design. Et j'ai besoin, en fait, maintenant, avant je faisais juste des pages web et c'était mon serveur qui compilait tout. Mais là, j'ai besoin de pouvoir faire des trucs en offline, de pouvoir faire des vraies applications web avec des interactions, des services, de l'injection de dépendance, plein de design patterns que vous utilisez d'habitude dans vos logiciels lourds, entièrement dans le navigateur. Le problème, c'est quoi? En 2008, qu'est-ce que vous avez à votre disposition pour faire des applis dans le navigateur? Ouais. Vous avez HTML4, CSS2, JavaScript ES5, je ne sais même pas si ES5 était là, et jQuery. Eh ben, bonne chance les mecs. Bonne chance pour faire des applications complètes avec ça. Donc depuis 2008, en fait, on se réveille en disant ça y est, c'est possible, on a besoin de nouveaux trucs, et là, tout le monde se regarde, et merde, en fait, on n'était pas prêt pour ça. Du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le W3C commence à se creuser la tête, et il draft HTML5, CSS3, les media queries, les flexbox, toutes les notions de responsive design, les nouvelles balises sémantiques, les balises multimédia, les canvas, et aussi plein d'autres trucs, parce que les gens se disaient, mais alors attendez, PHP, vous savez, le mec, là, ce langage quasi-objet qui servait à faire des pages dynamiques. En fait, vous êtes en train de me dire qu'on arrête les pages dynamiques. On fait juste des sites statiques et on va aller chercher des données dans des API REST-JSON. Mais alors dans ce cas-là, J2E,
Bah pareil, on bazarde. Et puis C#, .NET, bah c'est pareil, on n'en a plus besoin. J'ai plus besoin de faire des pages en ASP. Je fais que des pages en HTML et en JS maintenant. Donc, bah, y en a qui se disent, bah, finalement, on a besoin de quoi? On a besoin de frameworks qui font le lien avec une base de données, qui savent parler en JavaScript et qui exposent des API REST. Et bah, du coup, c'est d'autres technologies qui fleurissent qui font juste ça. Node.js, le framework Play. Il y en a d'autres qui s'essayent, alors je les ai pas notés parce que, voilà, mais bon, Django, Rails, non pas Rails en plus, mais Django. Et du coup, il y a une vraie explosion de technologie autour de ces nouveaux paradigmes. Le problème, c'est que, ça va pas assez vite, c'est-à-dire qu'on commence en 2008, mais ce sera ratifié en 2014, HTML5 par exemple. Et la deuxième chose, c'est que y a plein de choses qui fleurissent, mais du coup, il y a plein de trucs qui vont mourir, plein de trucs qui vont évoluer. Et regardez, AngularJS, c'est le premier, sort en 2011 par Google. 2013, Facebook sort React. Et du coup, 2015, Angular fait un rewrite complet d'Angular, et puis c'est fini, on jette le code, on recommence. Dart, mon premier Devox, en 2014. Tout le monde parlait de Dart, techno poussé par Google, en disant ça va être génial, Angular ça a été fait pour Dart en fait, c'est le futur du JavaScript, etc. L'année d'après, plus rien, terminé. On était, et on est encore, dans une période où les technos, elles arrivent, on les teste sur le marché, elles vont vivre ou mourir, et puis on verra ce qui se passe. Et regardez, semaine dernière, Angular 5 est sorti, Facebook a sorti React 16 fin septembre, donc on est encore sur des choses qui évoluent très vite et qui à chaque fois se réinventent. Facebook React 16, c'est limite un rewrite de React. Donc ils ont gardé pas mal d'API, mais il y a pas mal de choses qui jettent. Et donc en fait, on veut créer des nouvelles applis. On veut plus trop qu'elles ressemblent à ça. Maintenant, on préfère qu'elles ressemblent à ça. Ça va pour tout le monde? Et donc effectivement, vu que les specs évoluent trop lentement, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui passent 6 ans au W3C, mais qu'est-ce que font tous les autres en attendant? Ils implémentent leur version. C'est pour ça que dans le CSS, vous avez le -WebKit, -Moz, etc. Parce que chacun a sa réponse et ils ne sont pas toujours d'accord. Et effectivement, regardez, les Web Components, c'est toujours pas ratifié. Et pourtant, on en a besoin hier. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On lance des technos. On implémente de notre côté, et puis il y en a qui mourront, il y en a qui survivront. On préfère chercher à devenir le standard. Alors ça, sachez que c'est un slide extrêmement faux et réducteur, mais ça nous permet de fixer un petit peu les idées. Donc en 2000, tout le monde voyait le mot-clé web avec des grands yeux, avec votre belle connexion 56K et tout ça, c'était magnifique. En 2006, on commence à parler de Web 2.0, le Big Data commence à vraiment devenir à la mode. Amazon lance Amazon Web Services, qui était d'abord développé en interne pour eux et qu'ils exposent ensuite, donc c'est fin 2007, début 2008. Et puis après, on commence à parler de DevOps. 2013, c'est l'année des Linux Containers, des Wearables et du développement hybride. Le Continuous Delivery qui est arrivé très peu après le DevOps. Et puis 2017, c'était un peu l'année des Progressive Web Apps et des architectures serverless. Donc ça, c'est le présent. Et demain? Alors demain, ça c'est un peu le pari. C'est-à-dire que c'est un peu, moi je vous dis ce que j'en pense. C'est très subjectif, on se revoit dans 10 ans autour d'une bière et on regarde ce qui s'est passé. À mon avis, on est dans une période où on commence, on le voit déjà, à stabiliser nos technologies. Donc effectivement, vous avez vu, il y a plusieurs choses qui coexistent, typiquement en front, en Angular, React. Il y a beaucoup de choses qui se font encore au niveau du compilateur JS, au niveau du server-side rendering, au niveau du WebAssembly. Donc il y a encore beaucoup de choses de ce côté-là, mais par contre le reste commence à se stabiliser. Il y a un truc qui change. C'est que il y a 20 ans, vous pouviez être développeur COBOL pendant 30 piges. Et ça marche encore d'ailleurs, si vous voulez gagner des sous, vous pouvez faire du COBOL jusqu'à la fin de votre vie, parce que de toute façon tous les autres sont à la retraite, donc ils en ont besoin des gens comme ça. Vous pourrez choisir votre salaire, après je sais pas si c'est vraiment épanouissant. Mais vous pouvez. En fait, ça va tellement vite, et maintenant il y a tellement de choses qui existent, et tellement de paradigmes différents, que demain vous serez plus développeur Java.
vous serez développeur. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément cette notion de dans quel cas d'usage cette technologie va me permettre de répondre à mon besoin de la meilleure des manières. Et j'espère que dans une dizaine d'années, en fait, cette chose-là, ce sera un peu du common knowledge. C'est-à-dire que les gens seront des espèces de super développeurs complètement full stack, qui seront capables de prendre une technologie sur l'étagère et de l'appliquer dans un cas d'usage, et qui sauront exactement quelle techno appliquer dans quel truc. Alors c'est beau de rêver, on verra ce qui se passe. Maintenant, parlons un peu d'autres trucs. Vous savez qu'il se passe plein de choses en ce moment, côté innovation, voitures connectées, IoT, ça c'est passionnant. Mais il y a aussi des petits side effects. En 2000, on connectait votre maison, votre ordinateur à une connexion 56K. En 2007, on commençait pour la première fois à vous connecter 24/24 avec un téléphone. Regardez maintenant. Maintenant, je connais votre montre, je connais vos chaussures, je connais votre nounours, votre pacemaker, votre pilule, je connecte votre distributeur d'insuline, votre maison, votre lave-vaisselle, votre aspirateur. Bah, demain, on va avoir des nouveaux types de hacks. Demain, je vais pouvoir hacker le cœur de quelqu'un. Ça a déjà été fait. Et bon, les gens, comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ça? Ils se disent, oui, mais vous savez, les gens qui font ça, ils font quand même vachement attention. Déconnez pas les mecs, c'est vous qui allez le faire. Hein. Tout le monde est faillible. Le hardware est faillible. Les voitures, ils gèrent leur failure hardware avec de la redondance. Bah ouais, mais si les deux capteurs pètent en même temps, ça va être plus compliqué. Donc il y a plein de choses très intéressantes. Ils ont aussi, tiens, typiquement le décodage du génome. Votre génome, c'est 13 téraoctets. Vous pouvez le faire décoder maintenant. Donc ça, c'est top, parce que ceux qui ont vu Bienvenue à Gattaca, on y est. On est déjà capable, et il y a des boîtes en Asie, des startups qui lèvent des centaines de millions, qui vont être capables de prédire ce qu'aucun médecin n'est capable de prédire. Et en utilisant les techno big data, on va pouvoir faire des choses qui vont sûrement nous aider à détecter des choses bien en amont. Donc ça, c'est cool. Peut-être que le métier de médecin est dans un certain risque aussi. Enfin, peut-être que demain, tu iras faire tes courses, puis à la fin, tu mettras ton doigt à côté de la caisse et tu auras ton ordonnance qui sort. Hein. Peut-être que ça marchera comme ça. Mais peut-être aussi que demain, tu paieras ton assurance 60% plus cher parce que tu as 80% de chance d'avoir un diabète à 45 ans. Peut-être que ta femme ou ta fiancée refusera de se marier avec toi parce qu'elle a demandé un bilan génétique et qu'elle a vu que tu avais des risques de cancer et que ton génome n'était pas top. Il va y avoir des side effects. Alors, je fais peut-être un petit peu le mode Skynet, Apocalypse, mais il va se passer, à mon avis, des trucs bizarres, même si globalement, ça va s'améliorer. C'est-à-dire que les voitures connectées, vous savez, on a résolu aussi la question de qui est-ce qu'on tue. Et c'est super passionnant. Donc si vous êtes dans un véhicule demain, vous n'avez pas de volant, vous n'avez pas de pédale. Je crois, hein, je suis pas sûr, mais je crois que, en gros, si le véhicule a une décision entre qui je tue dans le véhicule ou en dehors du véhicule, il tue les gens du véhicule à l'intérieur. Donc demain, tu auras peut-être un journal qui dit il y avait une mamie qui traversait, tu avais tes 4 gosses dans la voiture, et puis on a tué les gens qui étaient à l'intérieur du véhicule. Mais globalement, il y aura beaucoup moins d'accidents. Où est-ce qu'on s'arrête? Et où est-ce qu'on place le curseur? Donc ça, je pense que ça va être passionnant, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Peut-être qu'on ira tous vivre à la campagne avec des poules, dans des espèces de huttes sans technologie, je ne sais pas. C'est la fin de la première partie, la rétrospective. Est-ce qu'il y a des questions? Je propose une petite pause et merci de votre attention. Vraie petite pause, hein, on a...